Ce que j'ai essayé d'analyser, c'est le projet politique qui est défendu aujourd'hui par l'écologie majoritaire. C'est un projet politique dans l'intérêt de cette seule population plutôt blanche, plutôt de centre-ville, plutôt de classe moyenne supérieure. Ces gens-là s'organisent pour dire il faut de l'écologie. Simplement, Jordan Bardella, il a dit l'écologie, c'est les frontières. Et pour moi, il n'y a pas d'autre argument pour refuser la liberté de circulation sans condition qu'un argument raciste. C'est pas un truc de bobo, l'urgence climatique, en fait, en réalité. Il faut que nous, dans nos milieux, les milieux antiracistes, les milieux décoloniaux, etc., il faut que la question devienne centrale. J'y crois. C'est pas critiquer pour mettre à la poubelle. C'est critiquer pour dire vraiment l'écologie, ça pourrait être un outil de libération pour tout le monde. Bienvenue à toutes et tous sur Limite. J'espère que vous êtes prêts, que vous avez vos ceintures qui sont attachées parce qu'aujourd'hui, on va croiser les mondes et en fait, en vérité, ce n'est qu'un seul monde. Ici sur Limite, nous parlons de limites planétaires, de limites des ressources et forcément de limites humaines. Et dans l'humanité, il y a plein de courants, il y a plein de choses. Mon nom c'est Vince, soyez les bienvenus, installez-vous bien, likez, commentez, abonnez-vous, rejoignez la communauté sur Discord, les liens sont en description, c'est très important parce que là-bas vous avez droit à définir potentiellement en cross coopération la suite du chapitre de Limite puisque nous sommes en pleine transformation concernant nos différents contenus pour les semaines, mois et années à venir. Et puis si jamais vous voulez nous filer un coup de main sur Tipeee, rappelez-vous, vous êtes littéralement les producteurs exécutifs de Limite. Si on existe, c'est grâce à vous. On évite de se faire racheter. Tous les 2 mois, comme ça, on refuse une proposition de rachat. Sachez-le, pour conserver forcément notre intégrité et qu'on puisse continuer à parler de ces sujets qu'on ne voit pas dans les médias traditionnels d'où je viens. Et c'est pour ça que Limite, d'ailleurs, a été fondée parce que j'estimais qu'on n'en parlait pas assez pendant une période de ma carrière. J'ai le plaisir de te recevoir aujourd'hui, Fatima Ouassak. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Tu es resplendissante et d'intelligence parce qu'on va parler de choses très importantes. Alors, il y a un livre qui est sorti récemment. C'est celui-ci qui s'appelle Terre, Liberté et Terre et Liberté, manifeste antiraciste. Ici, on sème des révoltes. On est dans un moment du monde en pleine transformation, changement climatique, pesticides avec effondrement de biodiversité. On est vraiment à la croisée des chemins avec un système ultra-productiviste qui date d'il y a très longtemps, qui a exploité les peuples pendant très longtemps, dont il y a encore des héritages aujourd'hui, et qui littéralement nous amène droit dans le mur. Et le problème, c'est qu'une petite partie de l'humanité, qui croit encore à ce système néolibéral technocratique aujourd'hui, veut appuyer sur l'accélérateur en estimant que c'est l'alpha et l'oméga de ce que doit être l'être humain. Et donc, ils prennent en otage le reste de l'humanité. Et toi, Fatima, tu as travaillé sur plein de questions et je voudrais déjà savoir, alors, qui es-tu, Fatima? Qu'est-ce qui t'a amené à parler de ça aujourd'hui? Alors, si moi je suis entrée en écologie, c'est en tant que militante. C'est parce que confrontée en tant que parent à une levée de boucliers, des empêchements, des résistances par rapport à un dispositif très simple, une alternative végétarienne. Voilà. Et c'est en tant que parent, confrontée à ces résistances, que je me suis engagée dans la lutte. Alors j'étais déjà militante à ce moment-là, mais dans la lutte précisément écologiste pour faire accepter ce dispositif. Donc ouais, moi quand je vais parler d'écologie, quand je m'intéresse à ces questions-là, c'est pour la bagarre, quoi. C'est pour la lutte. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie en général? Tu es essayiste, certes, mais globalement, comment je peux formuler cette question correctement? Comment tu te définis? Alors franchement, je pense que le mot militante, c'est un mot qui est important parce que, y compris d'ailleurs quand j'écris, il y a quelque chose, il y a un verbe, il y a une écriture très très engagée. Et puis aussi, il y a des expériences de lutte par rapport auxquelles je m'appuie, sur lesquelles je m'appuie, par rapport auxquelles j'essaie de réfléchir un petit peu aux questions écologistes en particulier. Donc, militante, ça c'est quelque chose qui est certain. D'abord militante antiraciste. Moi, je viens de l'antiracisme, des luttes de l'immigration, ce qu'on appelle les luttes des quartiers populaires. Et depuis toujours, en fait, depuis que je suis adulte, je suis engagée dans ces luttes de quartier. Et j'ai une réflexion aussi antiraciste. Donc, j'écris déjà en tant qu'antiraciste sur les questions
Oui, anticolonialiste, lié à la colonisation de l'Algérie, aux luttes de libération, etc. Donc je viens avec tout cet héritage-là, ce patrimoine-là. Et oui, pour situer un petit peu, l'expérience de parents dont je parlais, c'était il y a 10 ans maintenant, il y a une dizaine d'années. Donc il y a au niveau très local une lutte qui est engagée, donc dans la ville où je vis, où grandissent mes enfants, Bagnolet, en Seine-Saint-Denis. Et c'est là en fait que se joue un début de croisement entre donc un savoir, une réflexion, une lutte antiraciste et un début de savoir, de réflexion et de lutte écologiste. Et depuis, j'écris là-dessus en fait. Donc le travail d'écriture que je fais en tant qu'essayiste, et en réalité j'écris là une pièce de théâtre, un conte comme Ali, et puis avant j'avais écrit une sorte de conte aussi, un roman Rue du Passage. Même ça est empreint des deux en fait, de ce croisement et de cette réflexion, et encore une fois de cette lutte et écologiste et antiraciste. C'est un peu vague ce que je raconte, mais c'est pour dire à quel point ces questions politiques en fait en réalité elles imprègnent énormément l'identité en fait que tu voulais mieux connaître. Comment tu vois le monde toi aujourd'hui à l'échelle locale, France, Belgique, Europe, et à l'échelle mondiale? Alors moi je regarde beaucoup ce qui se passe dans ce qu'on appelle le Sud global et j'y vois pas mal de mouvements qu'on pourrait qualifier d'insurrectionnels, de révolutionnaires, des résistances comme ça qui m'apparaissent de plus en plus massives. Une remise en question d'un ordre établi, alors qu'on pourrait qualifier de capitaliste, de colonial. Alors dans Écologie Pirate, je qualifie ce système de colonial capitaliste. Donc je vois pas mal de mouvements comme ça qui sont plutôt porteurs d'espoir, j'allais dire d'espérance, avec un truc un peu plus religieux. Et puis alors nous, là où on se situe en Europe, soit en Belgique, en France, en Espagne, voilà, en Occident, en Europe en particulier, je trouve que c'est assez verrouillé. Il y a quelque chose où, voilà, cette remise en question d'un ordre. Alors tu disais dans ton introduction, qui nous mène droit dans le mur, qui nous mène dans des impasses, etc. Je trouve que cette remise en question, elle est assez faible. Encore une fois, il y a une sorte de verrouillage, certainement aussi parce qu'il y a une concentration ici, en France, en Belgique, en Europe, une concentration d'intérêts qui travaillent à ce qu'on remette pas en question. Justement cet ordre notamment capitaliste, colonial capitaliste. Donc voilà, je trouve que si révolution il doit y avoir, c'est pas ici que ça démarrera. Ça c'est voilà, je veux pas faire comme ça les Madame Soleil, mais je pense que voilà, ça viendra du Sud global comme c'est venu les luttes de libération anticoloniale. Pour moi, ce sont des luttes qui doivent être centrales dans le champ écologiste. Ce sont des luttes de libération, des luttes d'émancipation. C'est venu du Sud et on le dit pas assez. Je pense que ça va continuer à venir du Sud et pour moi ici en Europe on a notre part à faire, on a notre rôle à jouer. Alors tu le joues avec ton média, nous on essaie de le jouer avec cette collection, ce livre. Des camarades dans des organisations militantes essaient de faire leur travail, les partis politiques, les syndicats dans ce que j'appelle le camp de l'émancipation essaient de faire aussi leur petite part. Voilà, moi je pense qu'on va contribuer depuis l'Europe à jouer notre rôle, à faire notre part dans ce mouvement beaucoup plus global et encore une fois dont l'origine, à mon sens, se trouvera dans le Sud. Petit préambule, c'est quoi l'écologie pirate? C'est un livre que tu avais écrit. Alors c'est une écologie qui est critique, qui est radicale, qui remet en question, oui, de manière radicale, une écologie majoritaire aujourd'hui en Europe. Une écologie qui est majoritairement coloniale, qui est majoritairement blanche, mais alors pas simplement dans sa sociologie. Il n'y a pas simplement une concentration de population plutôt blanche, plutôt de classe moyenne, etc., plutôt de centre-ville. Moi, ce que j'ai essayé d'analyser, c'est le projet politique. Dans quelle mesure le projet politique qui est défendu aujourd'hui par l'écologie majoritaire, c'est un projet politique dans l'intérêt de cette seule population plutôt blanche, plutôt de centre-ville, plutôt de classe moyenne supérieure. Et c'est ça que j'ai voulu critiquer, remettre en question. Pas simplement pour critiquer, je veux dire, c'est pas la critique pour la critique. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, je suis militante, je suis engagée. Je pense qu'il y a urgence climatique. Ça, c'est important de le dire. Moi, je suis depuis de nombreuses années maintenant, je fais partie dans le champ antiraciste notamment des personnes
qui alertons sur l'urgence climatique en disant c'est pas un truc de bobo l'urgence climatique en fait, en réalité. Il faut que nous, dans nos milieux, les milieux antiracistes, les milieux décoloniaux, etc., les quartiers populaires, l'immigration, il faut que la question devienne centrale. Donc, je travaille dans cet espace-là aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que, y compris dans le champ de l'écologie, j'y crois. C'est pas critiquer pour mettre à la poubelle. C'est critiquer pour dire vraiment l'écologie, ça pourrait être un super truc, ça pourrait être un outil de libération pour tout le monde, si on y travaille. Et pour y travailler, voilà, moi je fais mon travail de militante, d'essayiste, etc. J'essaie de faire avancer les choses en critiquant. Alors pourquoi pirate? Parce que j'essaie de mettre au centre de la réflexion une question qu'on voit peu dans le champ de l'écologie politique, la liberté. La liberté, c'est plutôt laissé, je sais pas si c'est ce que tu observes aussi, mais dans ces milieux plutôt d'extrême droite, plutôt réactionnaires, plutôt trumpistes, voilà, les libéraux. C'est ça? Oui, les libéraux, en fait, qui prétendent défendre les libertés contre les gauchistes que nous sommes, et qui pointent du doigt cette écologie de l'interdiction restrictive, rabat-joie. Voilà, des gens qui veulent nous empêcher, voilà, punitive, exactement, qui veulent nous empêcher d'utiliser la voiture, qui veulent nous empêcher de vivre notre vie, d'être dans un certain confort, de manger ce qu'on veut, voilà, c'est un peu la caricature que font de l'écologie les forces réactionnaires, et puis oui, qui refusent de prendre en considération l'urgence climatique. Et puis aussi, voilà, la question de la liberté. Moi, je voulais aussi nous inviter à se réapproprier cet enjeu-là, cet horizon-là. Aussi, pour ce qui concerne les quartiers populaires, où on pose rarement la question de la liberté, où, dans le meilleur des cas, on pose la question de la survie, boire, manger, dormir. Voilà, ces gens-là, il faut qu'ils aient de quoi manger, il faut pas qu'ils soient au chômage, il faut lutter contre la précarité. Enfin, il y a ce rapport-là plutôt misérabiliste vis-à-vis de ces populations qui vivent dans les quartiers populaires. Moi, ce que j'ai voulu dire aussi en mettant au centre la question de la liberté, c'est on meurt aussi de ne pas être libre dans les quartiers populaires aussi. En fait, c'est pas parce que il s'agit de populations plutôt précarisées que voilà qu'on ne s'intéresse pas en fait à notre libération, à la contemplation, voilà, autant de choses qui paraissent être du luxe et réservées uniquement à une partie de la population. Donc voilà, il y a aussi la question de la liberté et donc de la libération. Pour moi, la notion de piraterie, c'est la lutte en fait. C'est comment on va aller en tapant du poing sur la table. Tout ça va pas se faire dans la douceur, mais comment on va aller reprendre un système donc que je qualifie de colonial capitaliste, du temps, de la joie, du pouvoir politique, le pouvoir de dire non. On ne veut pas de cette autoroute, on ne veut pas de ce data center, on ne veut pas de cette pollution atmosphérique, etc. Donc on va aller reprendre du pouvoir dans la décision politique. Encore une fois, c'est le pouvoir de dire non. C'est ça pour moi ce symbole pirate, la piraterie, c'est aller reprendre, aller reconquérir, et encore une fois, dans le cadre de lutte. C'est pas, voilà, la lutte pour moi elle est importante quand on parle d'écologie. C'est aussi parce que je suis fan de One Piece, la notion de pirate et de piraterie, et je trouve que Buffy et puis tous ces camarades pirates, son équipage, et puis oui, c'est cette esthétique là en fait, et je trouve que c'est pas du luxe dans le champ de l'écologie que d'amener des esthétiques populaires, les mangas, les dragons, tous ces contes, ces histoires, justement pour essayer de mettre à distance la caricature qu'on fait de l'écologie comme punitive, comme rabat-joie, comme grise. Voilà. Pour moi, il s'agit aussi d'amener, voilà, un côté punk en fait, un côté révolutionnaire, et encore une fois des esthétiques populaires. Et c'est la moindre des choses quand on prétend élargir le front. Élargir le front, c'est voilà, amener les jeunes, oui, puis leur parler à leurs sentiments, à leur affect aussi, j'ose le mot, voilà, essayer de les mobiliser par rapport à quelque chose qui leur parle en fait. Et moi, ça me parle One Piece. Moi, c'est quelque chose qui m'engage. J'y vois vraiment des notions de justice, d'injustice, oui. Et puis quand Luffy et ses camarades prennent la mer,
Voilà, j'y vois la question de l'autonomie, sur le bateau pirate, la question de la subsistance. De l'entraide aussi beaucoup. Hein. De l'entraide sur le bateau en question. T'as un cuisinier, t'as une navigatrice, donc voilà, un artiste. Enfin, effectivement. Et donc voilà, c'est comment on repense aussi nos rôles, nos fonctions. Oui, t'as raison, dans l'entraide, dans la solidarité, sur un territoire donné. Pour moi, c'est une sorte de petit territoire libre, en fait, autonome, le bateau pirate. Donc oui, il y a ça aussi que je voulais amener vraiment pour voilà élargir les horizons. Voilà, travailler autour de ces notions de joie aussi, encore une fois, d'esthétique positive en fait, positive, entraînante, etc. Et Fatima, qu'est-ce que tu insinues par une écologie de la libération? Elle est emprisonnée, l'écologie, aujourd'hui? Oui, alors, emprisonnée en tout cas, Ou elle emprisonne? Oui, alors, les deux, gardons les deux, au sens où, tu vois, le champ de l'écologie, c'est l'endroit où on va mobiliser le plus la planète, la biodiversité, l'humanité. Enfin, c'est vraiment un endroit où on va être tout de suite sur une échelle globale, en fait, dans le propos, comme ça, et dans le discours comme ça, très lyrique. Voilà, il y a vraiment des velléités universelles dans le propos, dans le discours dit écologiste. Bon. Ensuite, quand tu regardes le projet politique qui est proposé, c'est-à-dire, bon, ok, il y a urgence climatique, voilà, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre les conséquences du dérèglement climatique? Là, tout à coup, on est dans les frontières. On est dans les frontières belges, on est dans les frontières françaises, on est dans les frontières de l'Europe. Là, tout à coup, on met des murs. D'un côté, on parle de la planète, de la biodiversité, etc. Et dans le quoi faire, tout à coup, c'est les frontières. Donc, oui, je retiens du coup cette notion d'écologie enfermée, qui est cloisonnée, qui est emmurée. Tu veux dire par là que chaque pays, oui, nous, on doit travailler à nous et nos émissions, l'autre pays à nos émissions. Nous, on va être ceux qui allons capturer le carbone, nous, on est ceux qui allons installer les panneaux solaires, le photovoltaïque. Vous allez être ceux qui allez vous développer en dehors. Et en fait, chaque pays, donc d'un point de vue nation, chacun regarde un petit peu qu'est-ce qu'il fait, sans qu'il y ait une contrainte globale et générale. Tout le monde se met un peu d'accord, mais sur des accords qui sont pas contraignants. Et chaque pays décide, et puis chaque pays peut aussi dire, vous savez quoi, finalement, on a décidé d'en avoir rien à foutre, de sortir des accords de Paris, et de rester les premiers pollueurs mondiaux. C'est un peu ça que tu veux dire. Alors, c'est pire que ça en réalité. C'est ça, effectivement, mais c'est pire parce que là, dans l'analyse que tu fais, tu mets tous les pays à égalité. Tu dis, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais tous les pays ne sont pas à égalité. Entre l'Europe et l'Afrique, il y a un rapport de domination, il y a un rapport colonial aujourd'hui, et qui date pas d'hier. Et non, c'est pire que ça. C'est comment, depuis l'Europe, en Europe, on dit, il y a des règlements climatiques, il y a des conséquences. Les conséquences ne vont pas être les mêmes selon que l'on se trouve en Europe et en Afrique. Et ça, tu sais que c'est de plus en plus présent dans les rapports du GIEC, c'est-à-dire qu'on parle de plus en plus d'inégalités climatiques. Tout le monde est à peu près d'accord pour les reconnaître, ces inégalités. Même l'extrême droite. Même l'extrême droite dit, effectivement, les conséquences ne seront pas les mêmes au sud de la Méditerranée qu'au nord de la Méditerranée. Mais ensuite, quelle conclusion on en retire? L'extrême droite va dire, en Europe, les conséquences sont donc moindres. Donc toujours concernant ces ravages que sont les inondations, les méga-feux, les sécheresses, etc. Les conséquences seront moindres donc au nord de la Méditerranée qu'au sud de la Méditerranée. Et donc, puisque nous sommes extrême droite et que nous défendons une idéologie qui est suprémaciste, verrouillons les frontières. Des frontières existent déjà. On a le dispositif sécuritaire et militaire Frontex. Et bien, il faut le renforcer encore, durcir les frontières. Dans quelle mesure nous sommes capables, nous, de dénoncer ça, nous qui ne sommes pas cette écologie d'extrême droite, et de dire, ah ben non, nous faisons cette observation. Donc, les conséquences du dérèglement climatique, encore une fois, seront plus importantes au sud de la Méditerranée qu'au nord de la Méditerranée. Et donc, il faut réfléchir à la possibilité pour les populations, les peuples qui vivent au sud de la Méditerranée, de se mettre à l'abri. Et donc, réfléchissons à des modalités, à des dispositifs. Moi, j'en propose un dans l'écologie pirate, c'est cette liberté de circulation d'installation sans condition, comme droit fondamental, pas comme utopie. Hein. Moi, je suis pas du tout dans le mouvement no border, plus de frontières, etc. Moi, les frontières, elles me dérangent pas. Il y a une frontière entre la Belgique et la France. Et pourtant, Schengen. Et puis surtout, entre la France et la Belgique, on peut circuler librement, on peut en témoigner tous les deux. Bon, donc,
il peut y avoir des frontières, c'est pas la question des frontières, c'est la question de ce droit fondamental que devrait être la liberté de circulation, qui n'est pas reconnue aujourd'hui. C'est-à-dire il y a une peur, je pense que je suis mais il y a une croyance que ce serait la fête à la saucisse et il y a un imaginaire que tout d'un coup, on ferait un espace de libre circulation entre les pays du Sud et les pays du Nord, qu'il va y avoir en fait une invasion, enfin il y a vraiment une croyance, alors que non, c'est complètement un truc qui est complètement fake. Mais c'est ça qui empêche en fait ces politiques de se mettre en place, des champs de croyances quoi. Alors et qui ne se réduisent pas à l'extrême droite, parce que pour reprendre ta question tout à l'heure concernant l'écologie enfermée, enfermante, tu vois, moi c'est ça que je pointe du doigt. C'est vous n'êtes pas capable, vous écologie majoritaire, de penser un contre-projet. Donc l'extrême droite elle a son projet. Et qui est en lien avec la question climatique. C'est-à-dire qu'elle articule la question climatique, la question démographique et la question migratoire. Et donc, je me répète pas, mais il va y avoir ravage, ces gens vont vouloir se déplacer, bon, et ben on ferme la porte. Et on les empêche de venir se réfugier, de se mettre à l'abri ici. Dans quelle mesure, encore une fois, nous qui sommes pas suprémacistes et qui considérons que la vie d'un Sénégalais, la vie d'une Marocaine ne vaut pas moins que la vie d'une Belge ou la vie d'un Français, qu'est-ce qu'on est capable de proposer en fait? Et encore une fois, comment on est capable d'y travailler? Moi, je propose voilà ce dispositif très simple, la liberté de circulation et d'installation sans condition. Alors peut-être il faut dire que aujourd'hui dans le droit international, nous avons le droit de garantie de quitter une terre ravagée. Ça, tu peux dire, toi, voilà, ma terre est complètement ravagée par la sécheresse. Voilà, le droit international me garantit la possibilité de quitter la terre. Mais la petite astuce, c'est que le droit international ne te permet pas d'être accueilli à bon port. C'est pas un droit, ça, d'être accueilli à bon port. Et c'est pour ça qu'on a cette Méditerranée, sorte de cimetière où meurent des milliers de personnes. C'est parce qu'il n'y a pas de reconnaissance de ce droit fondamental que serait la liberté de circulation sans condition. Alors, juste un mot encore là-dessus. En fait, il s'agit pas de circuler. La circulation, on circule déjà. Et tu sais que dans tout le sud de l'Europe, les personnes qui travaillent sur les champs, notamment dans les conditions les plus précaires, Espagne, en Italie, c'est ce qu'on appelle les saisonniers. Les ouvriers agricoles, les saisonniers. Pourquoi on les appelle saisonniers? À ce mot qui est horrible, c'est parce qu'il s'agit de personnes et de populations qu'on fait circuler d'un côté et de l'autre de la Méditerranée selon les besoins du capital. Ouais. Donc, il y a circulation, simplement elle n'est pas sans condition, elle n'est pas libre. Elle est conditionnée par les besoins du capital et aujourd'hui on a des contrats de travail de 4 mois. On te fait venir du Maroc, du Sénégal, de tel ou tel endroit d'Afrique pour venir travailler sur les champs d'Espagne, d'Italie, de France. D'ailleurs, on tourne en Europe, ce sont des personnes qui tournent en Europe. La saison est passée, on n'a plus besoin de toi, tu dégages. On te rappelle, 4 mois après, 3 mois après, tu reviens, Donc, circuler, on circule. Donc, c'est pas la question de la circulation, c'est bien la question de la liberté de circulation. Qu'est-ce qui détermine la circulation? Est-ce que c'est le capital qui, par ailleurs, ravage les terres? Et pour l'instant, c'est le cas. Dans quelle mesure on est capable de penser, nous qui sommes dans le camp de l'émancipation, à une circulation libre? Voilà. Et pour moi, il n'y a pas d'autre argument pour refuser la liberté de circulation sans condition qu'un argument raciste, qui consiste à dire « Ah ben non, moi je suis belge et je suis français, j'ai le droit d'aller contempler le soleil se coucher à Essaouira. Voilà, et c'est un droit parce que voilà, tiens, j'aimerais bien m'offrir ça la semaine prochaine, tiens, pour la fête des mères. Mais par contre, quand tu dis « Mais pourquoi la personne qui vit là-bas, elle n'a pas le droit elle aussi de venir sans condition contempler le soleil de Bruxelles, bon, ou je sais pas le soleil de Marseille. Et là on te dit ah ben non, c'est pas pareil, il faut réguler les flux migratoires, etc., etc. Donc voilà, donc on voit bien qu'il y a un rapport colonial et raciste en fait à l'autre. Et quand tout à l'heure tu disais il y a tout un système de croyances, oui effectivement pendant des décennies et des décennies on a travaillé à ce rapport à l'autre, pas n'importe quel autre. L'étranger va voler ton travail. Les barbares, les noirs qui vont déferler sur les plages italiennes. Enfin, je veux dire, combien de reportages, de documentaires, de discours autour de ce déferlement et de ce risque de grand remplacement. Voilà. Qui est une théorie du complot d'ailleurs avérée, factuelle. Enfin, alors qui était jusqu'à il y a peu restreinte à l'extrême droite. Mais il y a deux choses. C'est que l'extrême droite aujourd'hui, elle est très forte.
En France, c'est la première force politique, c'est le premier parti politique en France, c'est le Rassemblement national, qui gagne haut la main, qui arrive loin devant sur les élections européennes, mais loin devant. Je veux dire, le RN, Jordan Bardella, arrive loin devant les autres sur les élections européennes en 2024. Ça, on le dit peu parce qu'il y a eu la dissolution après, mais ils ont plus de 30%. Puis le macronisme arrive loin derrière et la gauche, j'en parle même pas. Voilà, il y a une dissolution, il y a eu des élections législatives juste après l'été 2024. Je veux dire, c'est un parti qui a recueilli 10 millions de voix. Donc on peut même pas dire oui, mais l'extrême droite, c'est pas grave, c'est un groupuscule et c'est des théories du complot effectivement, mais c'est pas grave et ça n'a pas de conséquences. Non, aujourd'hui c'est le premier parti politique en France, donc ça a des conséquences. Et en Belgique, voilà, j'ai ouï dire qu'il y avait aussi une montée en puissance de l'extrême droite. Totalement. Mais c'est aussi parce que de toute façon, ces représentations-là autour du risque de déferlement des hordes de Noirs et d'Arabes, hein, pour dire les choses, et de musulmans sur les plages italiennes, ne se réduit pas, cette représentation ne se réduit pas encore une fois à l'extrême droite. Elle est sur l'ensemble pour moi, de l'échiquier politique et électoral, et elle est présente, ces représentations sont présentes dans le champ de l'écologie politique. C'est-à-dire, dans le champ de l'écologie politique, on est incapable aujourd'hui de poser, ne serait-ce que pour en débattre, la question de la liberté de circulation comme modalité de mise à l'abri. Incapable. Dans le meilleur des cas, si tu regardes bien, on va parler de régularisation des sans-papiers. Totalement. C'est-à-dire, on va parler des survivants, en fait, des fourches caudines de la Méditerranée. Tu as survécu à la Méditerranée et donc à Frontex, ce dispositif, encore une fois, sécuritaire et militaire. Bon, on réfléchit à ton utilité, tu travailles, tu apportes quelque chose au système économique, à la société, à l'art, belge ou français. Bon, on veut bien te régulariser. Mais remettre en question ce rapport de domination entre l'Europe et l'Afrique, on n'en est pas du tout là, encore une fois, y compris dans le champ de l'écologie politique. Donc, vraiment, ouais, cette histoire de liberté de circuler, c'est vraiment une sorte de pavé dans la mare. Et c'est pour nous faire avancer, en fait. Et une invitation au moins à débattre. C'est-à-dire que, voilà, moi je suis convaincue de la nécessité d'en faire un droit fondamental. Moi, je veux au moins qu'on puisse en discuter. Voir dans quelle mesure on est d'accord, pas d'accord. Ne serait-ce que, tu sais, tout à l'heure, tu parlais de ces représentations, de ces croyances. Il faut les poser sur la table. Tu vois, est-ce qu'on les assume dans l'écologie? Très peu. Tu vois, on évite, en fait. On évite de parler de ça. Tu vois, et encore une fois, on se contente de parler de migrants. Il y a énormément de tabous dans l'écologie, que ce soit la transition énergétique, je pense, qui est la continuité d'un modèle technocratique aujourd'hui, les panneaux photovoltaïques, la demande exacerbée à la Chine, éventuellement de voitures électriques, bref, la demande de remplacer tout notre parc technologique aujourd'hui fossile par tout ce qui est à base d'énergie renouvelable, décarbonée, d'efficacité, se base sur une extraction des ressources qui, in fine, se trouve en Amérique du Sud, se trouve dans des régions ouïghours en Chine et se trouve aussi en Afrique où on est dans la pérennisation d'un système colonial. Et c'est important de le dire, et je sais que ça c'est quelque chose qui parfois peut faire dresser des poils, effectivement, qu'il y a toute cette notion-là, que on est dans l'esclavagisme moderne à grande échelle. Voilà, c'est l'exemple que je cite le plus, ce qu'il y a dans mon téléphone ici. Ce sont des images effroyables de milliers de gens qui sont dans des mines artisanales. C'est même pas des machines puisque c'est difficile d'acheminer de l'énergie en suffisance. C'est difficile. Donc on utilise des gens et les gens vont ramasser ça et notamment pour le coltan colobototalite qui ils peuvent être affectés par des maladies parce que quand on commence à manipuler des minerais, certains sont toxiques, certains irradient légèrement. Bon, c'est pas de l'uranium non plus, faut pas déconner. Mais c'est toutes ces réalités-là qui font qu'aujourd'hui l'écologie est dans la continuité d'un modèle colonial qui ne s'est pas vraiment arrêté après 1960. Pas du tout non plus. 1960, c'est un peu la date clé de tous des pays qui ont pris leur indépendance, mais où forcément il y a eu une capture d'élite et où des élites ont été mises en place pour continuer le modèle dans lequel on est. Moi, je reviens rapidement sur cette notion qu'aujourd'hui les portes de l'immigration sont ouvertes et s'ouvrent pour servir le capital. Est-ce que c'est un bon exemple quand on cite Giorgia Meloni qui a fait toute sa carrière contre l'immigration, qui a fait toute sa campagne politique avant d'être nommée première ministre avec Forza Italia contre l'immigration. L'immigration c'est un problème, les migrants blablabla, bla, 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 et qui finalement dans toute l'histoire d'Italie est la personne qui a régularisé le plus de sans-papiers. 500 000 personnes, je pense c'était dans l'année 2023. Et comment tu expliques ce paradoxe? C'est parce que l'extrême droite, à l'échelle européenne, réfléchit beaucoup. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de tabou
dans l'écologie politique. Là, pour le coup, l'extrême droite, elle n'a pas de tabou. Elle organise des colloques de chercheurs, d'intellectuels, parce qu'aujourd'hui, l'extrême droite, elle a des intellectuels. Faut le dire. Il y a des théories. Alors, tu as parlé de complot tout à l'heure, mais théorie du grand emplacement. C'est des gens qui écrivent des livres, et il faut pas mépriser ça, en fait. Alors, il faut mépriser au sens où, évidemment, c'est horrible dans ce qui est défendu. Et qu'il y a beaucoup de conneries et des choses qui sont totalement en dehors du champ scientifique. C'est vrai. Alors, je parle pas tant du caractère scientifique de ce qui est dit que de la mobilisation du champ intellectuel pour faire avancer un projet politique. Et par exemple, d'organiser des colloques internationaux. L'extrême droite organise chaque année ou tous les 2 ans, et je crois que c'est Orban qui a été à l'initiative de ce truc-là. Exactement, oui. À Bruxelles, on milite beaucoup contre ça. On est beaucoup en train d'empêcher des colloques conservateurs et d'extrême droite racistes de se dérouler, parce qu'en Belgique, on a encore qu'à conserver le mieux possible, je sais pas combien de temps, le cordon sanitaire, mais il y a énormément de choses qui sont organisées avec... comment tu vas faire pour l'empêcher en Hongrie, en Italie, ou machin, où ils sont déjà au pouvoir. Donc voilà, donc ils organisent leur truc là où ils sont au pouvoir, et maintenant, malheureusement, en Europe, ils sont de plus en plus au pouvoir, et en tout cas, ils participent de plus en plus au gouvernement, etc. Et donc, il y a régulièrement donc ce sommet, encore une fois, international, et on fait venir là plein de gens, des artistes aussi, des intellectuels, des chercheurs, etc. Et évidemment, des dirigeants politiques, et encore une fois, il y en a de plus en plus, des dirigeants fascistes en Europe. Et alors, ils croisent trois angles. La question, je l'ai dit tout à l'heure, démographique, la question climatique et la question des migrations. Et alors, ils disent 2 choses. La première chose, c'est il faut absolument lutter contre donc l'ouverture des frontières parce qu'il y a un risque de grand emplacement. Et par exemple, Giorgia Meloni va dire, moi, je parle en tant que maman, qui souhaite défendre la civilisation blanche et chrétienne européenne en Europe. C'est de la white supremacy. Voilà, absolument. Elle s'inscrit dans ce truc-là parce que voilà, elle dit que c'est une civilisation qui est en train de se mourir et donc qui est menacée. Alors évidemment, les menaces, elles sont de différents ordres, mais les migrants, l'islam, voilà. Et donc il y a une sorte comme ça de forteresse qui doit se mettre en place pour protéger justement cette civilisation. Et donc dans un premier moment, voilà, ces gens-là, donc à l'occasion de ces sommets, disent il faut absolument que les femmes européennes fassent, blanches évidemment, fassent plus d'enfants. Parce que sinon, on va être grand remplacé. Sinon, il va y avoir des gens qui vont venir et qui vont faire beaucoup d'enfants. Les Africains, voilà, toutes les représentations racistes autour des Africains, lapins, en fait, lapines, qui font plein d'enfants et voilà, qui s'en occupent pas, etc. Mais sans voir le contexte sociologique et que en Europe, il y a 100 ans, 200 ans, on faisait 8 enfants par famille, quoi. Absolument. Mais là, on prend vraiment les chiffres en disant, alors des chiffres avec une lecture raciste. Bien sûr. Le problème, c'est que nous, on fait de moins en moins d'enfants et que eux, ils en font toujours autant. Et donc, il y a risque de grand remplacement. Donc, et on a donc ces gens-là qui disent, dans un premier temps, qui interpellent d'une certaine manière les femmes européennes blanches en leur disant, mesdames, au boulot. Et donc, c'est ce qui explique, enfin, pardon d'aller un petit peu dans tous les sens là, mais c'est ce qui explique toutes les campagnes de lutte contre le droit à l'avortement en Europe, qu'on peut voir, qu'on peut observer, y compris dans nos pays ici d'Europe occidentale, où en fait, donc, on remet en question ce droit. Oui, comme pour dire le risque, encore une fois, de grand emplacement. Et donc, il y a ce premier aspect. Et l'autre aspect, oui, c'est de dire, mais on n'y arrivera pas uniquement comme ça. Il faut bien quand même faire tourner la machine européenne. Et donc, il faut bien des bras. Et donc, il faut bien prolonger, en fait, cette politique autour des flux migratoires, encore une fois, gérée par le capital, pour dire, voilà, il y a encore besoin de bras. Purement utilitarisme, quoi. C'est de l'utilitarisme pur, et c'est ce qui explique tout à l'heure, je le disais, que en fait, en réalité, les populations entre l'Europe et l'Afrique, elles circulent en réalité. C'est effectivement quand Mélanie dit on va verrouiller, on a peur du grand remplacement, on veut une Europe blanche et chrétienne, mais évidemment qu'elle travaille dans le même temps, en fait, pour la production agricole, pour tel ou tel, pour le bâtiment, continuer à faire circuler. Donc ils tiennent les deux. Parce que c'est quand même le socle de l'économie dont on parle. Je veux dire, l'Europe, c'est je crois en moyenne 4 enfants, donc c'est pas suffisant pour le renouvellement de génération. Bien sûr. Effectivement, il y a une baisse démographique qui est inhérente à tout pays Absolument. de l'OCDE qui s'est développé
on va dire sur une croissance économique, sur le coût de la vie aussi, fait que beaucoup de gens ne veulent plus faire d'enfants parce que la vie coûte très cher. Il y a la peur de faire des enfants par rapport aux dérives climatiques. L'éco-anxiété. Mais il y a aussi le droit des femmes. Je veux dire, il y a plus, c'est fini le temps où on pouvait contrôler le ventre des femmes. Exactement. Absolument. Donc et que tu veux faire carrière, qu'une femme veut faire carrière, elle fait pas d'enfants et c'est son choix. Et donc effectivement, ça fait qu'on renouvelle pas les générations et qu'il y a quelque chose d'autre. Mais à part ça, il y a aussi cette réalité, c'est que si on n'y a plus d'immigration, on a un effondrement du système de santé, de soins, littéralement pour absolument toute la population européenne, je précise bien la France, la Belgique avec, tout ce qui est production agricole, en partie dans la transformation, tout ce qui représente et un secteur qui est extrêmement c'est le maintien en fait, le maintien de la civilisation. Genre il y a un câble qui a pété sur une ligne SNCF. Qui c'est qu'on envoie, pas Ghostbusters, mais on envoie des rebeux et des renois, voilà, qui font ce travail-là. Tout ce qui est réparation dans les égouts. En fait, il y a une réalité, c'est que tout ce qui permet de maintenir le système en place, sans immigration, ce serait impossible. Oui, absolument. Et donc, il y a un peu ce paradoxe immense que je n'arrive toujours pas à comprendre de l'extrême droite, bien sûr pour nourrir le grand capital. Mais attention, laissons voir le verre à moitié plein. Ce sont des familles qui rentrent, qui vont faire des métiers d'une pénibilité affreuse, mais qui vont être sur place, qui vont faire des enfants, qui vont apprendre la langue française, ou encore mieux la gérer potentiellement que leurs parents, coucou papa, façon de parler, et qui, au fur et à mesure, vont s'implanter. Alors, il y a une croyance dans un grand remplacement, comme quoi, alors que non. Je veux dire, il y a une culture commune qui se développe, mais quand bien même, admettons, on arrive dans 3-4 générations à avoir 51% de personnes racisées et 49% de personnes blanches. Admettons, ou dans 30 ans. Où est le problème de grand remplacement, même s'il n'est pas du tout culturel ou tout ce que tu veux, puisqu'on est quand même dans l'universalisme et que la couleur de peau n'a plus d'importance. Et c'est un peu ça l'argument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les personnes antiracistes sont attaquées en disant « Ouais, mais vous venez avec la notion de la couleur de peau. Ouais, nous, on parlait plus de couleur de peau. » Et c'est vrai, ça a disparu pendant un temps. Ça n'a pas empêché le racisme d'être quand même vachement omniprésent, etc. En tout cas, moi, je le sentis bien grave dans mon adolescence. J'ai changé de trottoir, ou alors non pas ici monsieur, vous pouvez pas bosser, vous pouvez pas faire ça, on n'est pas là pour mon truc. Mais que cette question de la couleur de peau est un peu la carte Pokémon qu'on sort, la carte Joker en mode mais vous les antiracistes, vous arrêtez pas de parler de couleur. Mais pourtant le grand remplacement et cette peur est justement une peur en fait de voir un changement de couleur. Et c'est ce paradoxe qui est assez effroyable où j'ai l'impression qu'il y a un effondrement culturel où on ne parvient même plus à comprendre les choses dans leur cœur, dans leur ADN, tu vois. Alors pour moi, j'y vois pas un paradoxe en fait dans la manière dont l'Europe a géré cette question migratoire. En réalité, la gestion des populations qualifiées d'extra-européennes, précisément non blanches. J'y vois pas de paradoxe, au contraire, j'y vois un dosage. Tu vois, et c'est ce que j'ai commencé par dire tout à l'heure. C'est-à-dire, d'un côté, on agite cette peur du grand remplacement en disant mais attention, ces gens-là, ils risquent de venir violer vos femmes, enlever vos enfants, etc., etc. Oui, les violeurs étrangers. Voilà, absolument. Il y a une com effroyable autour de ça. C'est vrai, mais en même temps, on a besoin de ces gens-là, encore une fois, les bras. On a besoin de ces gens-là dans les mines, à l'époque, parce que là, il y a quelques décennies, on a été chercher des gens en Afrique pour aller tout au fond des mines quand les Français du nord de la France, par exemple, ne voulaient plus descendre. Je veux dire, on y a envoyé des Polonais, des Italiens, des Espagnols, etc. Donc, on y a d'abord envoyé, d'ailleurs des Français avant ça. Mais à un moment donné, quand ces gens-là ne voulaient pas descendre si profond, on a été chercher de l'autre côté de la Méditerranée des gens pour les envoyer là-dedans. Donc, on a quand même besoin de leur misère sociale et les exploiter et faire qu'ils aient des conditions matérielles bien plus dégradées encore que celles de leurs homologues mineurs espagnols, polonais et français. Donc c'est une exploitation du travail et il n'y a pas de paradoxe. C'est on veut bien de vous, mais en dessous. Pour moi, c'est ça la politique européenne aujourd'hui. C'est on veut bien vous faire venir parce qu'on en a besoin. Vous êtes utile en réalité, mais on ne veut pas vous considérer à égalité. Tu vois. Et c'est là où nous, on a quelque chose à dire. Là-dessus, c'est pour ça que la question de la liberté de circulation, elle est importante. En plus de la question que tu posais tout à l'heure, que j'ai comprise comme de l'ordre de la décroissance. Donc, il faut poser la question de la décroissance. D'où vient ce téléphone? Avec quels matériaux? Quels éléments? Quel travail? Voilà, qui a travaillé à ce téléphone et où on a trouvé les matières pour le fabriquer? Donc, cette question-là, pour moi, c'est de l'ordre de
la décroissance. C'est toutes les théories de la décroissance et toutes ces réflexions, etc., qui sont super importantes. Mais pour moi, elles sont pas suffisantes. Il faut aussi poser la question de la liberté de circuler parce que elle pose le rapport que l'Europe entretient à ces populations-là. Et elle permet de poser la question effectivement du rapport utilitariste. On veut bien vous considérer, on veut même bien vous faire venir, mais à partir du moment où vous êtes sous contrôle, sous surveillance, et on voit bien dans les quartiers populaires d'Europe, de Belgique comme de France, à quel point on essaye de maintenir sous contrôle en fait cette population qu'on a fait pourtant venir en la considérant comme classe dangereuse. Tu vois, et les deux sont, jusqu'à aujourd'hui, les deux se tiennent en réalité, puisque c'est la stricte observation de ce qui se passe. Tu vois, c'est les deux. Maintenant, voilà, pour moi, il y a donc pas de paradoxe. C'est une politique qu'il faut qualifier comme telle, en prenant ces deux bouts. J'ai l'impression, moi, qu'on arrive à un moment où les gens qui gouvernent, les gouvernants de tous ordres, hein, ceux qui prennent des décisions, dans cette gestion, on va dire, des populations et des territoires, se disent, mais quand même, ces gens-là, qu'on pensait garder sous contrôle, ils sont de plus en plus incontrôlables et de plus en plus ingouvernables. Ils restent de moins en moins à leur place. C'est ce que tu suggérais tout à l'heure, hein, ce sont des gens qu'on voit de plus en plus dans le champ universitaire, dans le champ académique, dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, t'enlèves, en France en tout cas, dans les hôpitaux publics, t'enlèves les médecins non blancs, qui sont d'ailleurs parfois même pas de nationalité française, t'as plus d'hôpital public. Donc, ces gens-là ne se contentent pas d'être au fond des mines. Ils se contentent pas d'être dans les usines. Ah, on pousse l'ascenseur social qui est cassé. Malgré tout. Qui est cassé. Qu'on critique. Voilà, oui. Bien sûr. C'est-à-dire que moi, je suis très critique, par exemple, de l'éducation nationale en France. Et d'ailleurs, je pourrais être très critique de l'école en Belgique aussi, parce que alors, il se trouve que ce sont les deux écoles, France et Belgique, les plus inégalitaires. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans les rapports PISA de l'OCDE. PISA, effectivement. Souvent, France et Belgique se battent pour la première place des pays, des systèmes scolaires les plus discriminatoires et les plus inégalitaires, notamment sur cette modalité raciste. Je peux te parler, je fais une virgule pour que vous compreniez comment ça a fonctionné, qu'on a tenté de changer les choses, mais c'est toujours aussi complexe. J'étais en fin de B primaire, j'avais 85 à 90%, 90 de résultats. Je pouvais très bien passer en école générale, donc enseignement classique. On appelait ça latine en Belgique à l'époque. Et moi, Myriam, une autre amie et encore un autre pote, qui étaient les 5 personnes racisées, plus les 2 classes de 6e chez vous, vous appelez ça première, enfin bref, de fin de primaire, plus l'autre classe aussi les personnes racisées, arabes et renois. On s'est tous retrouvés dans une école technique, donc prenez partie du principe que c'est une catégorie en dessous de la générale. On s'est tous regardés en mode, mais comment ça se fait qu'on se retrouve comme par hasard nous tous au même endroit? Eh bien, parce que l'école dans laquelle nous étions voulait favoriser certains types de personnes, parce qu'il y avait des clichés, il y avait des croyances dans les années 90, que quelqu'un comme moi, et d'ailleurs ils avaient dit à ma mère, mais Vin, c'est très bon en manuel, Vincent est très bon manuellement parlant. Et comme par hasard, en fait, tous les Arabes et les Renois, on était tous bons, comme par hasard, en manuel, quoi. Et on s'est tous retrouvés dans une école qui avait pour vocation de nous amener dans les métiers manuels. Et tous mes potes qui avaient des pourcentages inférieurs au moyen, 60%, 70%, ils se sont tous retrouvés dans la même école. Et quand j'ai compris que ce problème-là avait lieu un peu avant, j'en ai parlé avec une ancienne ministre de l'Éducation en Belgique qui avait dit oui, c'était un vrai problème, c'est-à-dire que naturellement, il y avait des directions d'école qui étaient racistes et qui partaient de croyances que parce que j'avais cette couleur de peau, j'étais fait pour les métiers manuels parce que forcément la représentation qu'ils en avaient, c'était des métiers manuels. Et c'est ce racisme-là, c'est cette inégalité sociale qui a encore des traces aujourd'hui, on est 30 ans plus tard, il y a encore cette réalité où moi je me suis dit mais purée, et ma mère s'est faite littéralement berner, c'est-à-dire qu'il y a eu réunion, il serait mieux dans cette école, et puis je pense que socialement parlant, il va plus côtoyer des personnes peut-être qui ont les mêmes goûts que lui. En fait, en gros, on s'est tous retrouvés dans des écoles lui avec des Arabes et des Noirs. Et ce truc-là, il m'a hanté, j'en parlerai dans un livre qui va sortir. Ce truc-là m'a littéralement hanté en disant, mais waouh, je me suis fait ken. Et c'est vrai que c'est important parce que ça reproduit un schéma et ça reproduit une certaine réalité. Parce que l'expérience personnelle que tu décris là, en réalité, elle renvoie à un système de reproduction des inégalités, effectivement, des rapports de domination dès le plus jeune âge. Là, tu prenais l'exemple de 6e. En réalité, c'est dès la maternelle que ça se joue. Déjà, le tri, la sélection, le fait de valoriser telle ou telle langue
telle ou telle couleur de peau. Concernant la langue, alors les langues de l'immigration, évidemment pas l'anglais et pas l'allemand, hein, évidemment certaines langues, le wolof, le peul, l'arabe, la langue tamazight, etc. On va considérer que ça ne peut qu'être un retard scolaire pour l'enfant. Là où pour l'anglais, l'allemand, l'espagnol, on va considérer que c'est un bilinguisme qui va enrichir l'enfant, qui va permettre à l'enfant d'aller plus loin. Donc tout ça, ça se joue dès le plus jeune âge. Et c'est un système, effectivement, de tri, de sélection. L'école joue à plein dans ce système de reproduction sociale et cet ordre, en fait, en réalité, qu'on pourrait même qualifier d'ordre racial. Ça, c'est certain. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré ça, malgré ce système de reproduction, malgré ces discriminations qui sont documentées, etc., on peut pas nous empêcher. Tu vois, c'est ça qu'il faut dire. Toi, tu peux incarner ça aussi, c'est-à-dire que dans ton livre que j'ai hâte de lire, tu vas nous raconter un peu les discriminations que tu as subies, etc. Mais t'es là, tu vois, t'es en place et tu produis des choses et tu changes les choses, etc., etc. Donc, et ça, je pense que c'est assez emblématique de ce qui se passe. C'est ok, on est suffisamment critique et lucide pour dire les discriminations, les inégalités, etc. Mais en même temps, on voit bien comment on peut avancer, prendre notre place, se considérer aussi comme légitime de plus en plus. De plus en plus, on dit que cette terre, c'est la nôtre. Oui, il n'y a plus ce syndrome de l'imposteur. Et puis, ni d'ici, ni de là-bas. Voilà, moi, je suis ni de France, ni du Maroc. Les autres ne sont ni du Mali, ni de la Belgique, ni du Maroc. Tu vois, il y a ce truc un peu qui nous a piégés, en réalité, dont on faisait presque une fierté, n'être de nulle part. Là, de plus en plus, on assume de s'ancrer dans cette terre européenne et de se dire de cette terre-là. Moi, je suis, quand tu m'entends parler du 93, par exemple, mais t'as l'impression que j'ai inventé le 93. Tu vois, il y a une fierté du territoire. Notre discours, c'est incroyable parce que j'ai l'impression qu'il est, il est transformé en farce de l'autre côté parce qu'on dit souvent, ouais, mais ils ont le sentiment d'être français. Ils n'ont pas le sentiment d'être français. Et moi, je trouve ça bizarre parce que je suis belgo-français, moi, à la base, hein. Je suis de nationalité française parce que mon grand-père a été tirailleur malien. Et donc, il a reçu la nationalité. Bon, il a travaillé un peu partout, etc. Et mon père était français. Mais moi, je suis belge et je suis français. Et c'est mon histoire. Et quand on parle et même dans mes potes, dans mon entourage, et c'est ça qui est intéressant. J'ai l'impression qu'il y a cette manipulation de faire croire et de jeter auprès d'une population diverse et variée d'individus, jeter le truc sur, ils n'ont pas le sentiment d'être français. Alors ça dépend parce qu'il faut décrypter tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire français dans leur bouche à ce moment-là? En fait, ça veut dire tu ne veux pas faire allégeance à ce qu'on attend de toi. Voilà. Ce qu'on attend de toi, oui, c'est de te dire fier d'être français, mais pas comme quelque chose de l'ordre de la puissance politique. Je suis français, je suis donc légitime pour prendre des décisions, pour participer à la décision politique. Non. En fait, ce qu'on attend de toi, c'est de dire je suis français et donc je me renie. Je suis honteux, j'ai honte de ma couleur de peau, j'ai honte de ma religion, l'islam, j'ai honte de mon pays d'origine, le Maroc, l'Algérie, le Sénégal, peu importe. Tu vois, c'est ça qu'on attend par cette fierté d'être français. Attention, c'est pas français pouvoir politique, c'est français et donc, voilà, pardon d'être musulman, pardon d'être arabe, pardon d'être noir, etc., etc., tu vois. Et comme on ne le fait pas, parce qu'encore une fois, tout à l'heure tu parlais de verre à moitié vide, verre à moitié plein. Vers à moitié vide, effectivement, les discriminations, la montée en puissance de l'extrême droite, la montée en puissance des fascismes. Vers à moitié plein, on est là, on se laisse pas crever, on avance, on produit des trucs. Encore une fois, hein, c'est pas rien en fait de s'investir comme ça dans le champ politique, dans le champ militant, dans le champ intellectuel, dans le champ académique, etc. Ça nous fait avancer. Et pour revenir à mes calculs de tout à l'heure et ce dosage, moi j'ai l'impression qu'on est rentré à un moment, une sorte de tournant en Europe où les gouvernants, en fait, se posent la question de remettre en question cette gestion. Donc, on stigmatise cette population. On lui explique qu'elle n'est pas ici chez elle, qu'elle est menaçante, qu'elle est dangereuse, qu'il y a un risque donc de grand remplacement, d'islamisation, etc. Donc, il y a cette politique qui est menée. Et en même temps, on a besoin d'eux. Et donc, voilà, on continue à les faire venir. Ils travaillent dans tel ou tel secteur d'activité. Encore une fois, c'est toujours les mêmes, c'est les plus précaires, le bâtiment, la restauration, le tertiaire à la chaîne, etc. Ça ne va plus forcément fonctionner parce qu'il y a des résistances, il y a une remise en question, etc. Et effectivement, on a la même analyse puisque je l'ai dit à l'instant, on avance. Et moi, j'ai l'impression que voilà, c'est là qu'est le risque et c'est là où moi je m'inquiète, mais vraiment pour nos enfants. C'est-à-dire, moi, je m'inquiète d'un basculement où on bascule de cette gestion qui est certes coloniale et qui est raciste et qui,
mais où à un moment donné, on se dit non mais ces gens-là, en fait, on va pas pouvoir les garder sous contrôle. Il va falloir s'en débarrasser. Et vraiment, ça, je le dis très très sincèrement et sérieusement en fait. Moi, j'ai l'impression que l'Europe, dans ce cas-là de majoritaire, se pose la question. Et en regardant nos enfants, en se disant mais qu'est-ce qui nous a pris de faire venir leurs parents et leurs grands-parents? Ils deviennent incontrôlables. Ils voudraient l'égalité. Ils voudraient être comme nous. Ils voudraient tout casser, tout remettre en question. Tu vois, avec tout à l'heure, hein, les représentations autour du chaos dont on parlait. Ça va être le bazar ici. Est-ce que, voilà, on chercherait pas des moyens de se débarrasser de ces gens-là? Il se trouve que l'Europe y a déjà réfléchi. Elle a déjà répondu à cette question-là à d'autres moments de son histoire. Je me demande si on revient pas à ce débat-là, en fait. Et vraiment, la déportation. Ouais, déportation. Oui, moi, par exemple, tu sais, il y a eu en 2023 un adolescent en France qui a été tué, Naël Merzouk. Tu connais cette histoire, qui a été abattu d'une balle dans la poitrine. Bon, déjà, ça dit quelque chose hein, sur cette volonté de mettre sous contrôle. C'est voilà, on quadrille comme ça les quartiers et on va criminaliser. Voilà, le fait de ne pas avoir de permis, le fait de fuir quand il y a un contrôle policier. Bon, on sait pourquoi les jeunes fuient hein, quand il y a un contrôle policier. Oui, mais beaucoup de gens ne savent toujours pas et ne comprennent toujours pas le réflexe. Oui. Nous, on sait, parce que moi, je sais pourquoi je cours. J'ai eu une expérience quand j'étais petit où je me baladais et puis la police, tac, 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 qu'est-ce que tu fous là et tout. Je l'ai vécu, ça. Et encore, Bruxelles n'était pas réputé pour ça, mais ça m'est arrivé 4 fois et ces 4 fois ont été 2 trop. Et donc, effectivement, quand il y a une voiture de police qui passe, il y a un truc que le cerveau envoie comme signal en mode prépare-toi à courir. Et donc, mais des gens qui n'ont jamais été inquiétés par ça assistent à cette expérience sans en comprendre les raisons et alors jugent en disant ouais, il sait qu'il avait quelque chose à se reprocher. Mais c'est un refus d'obtempérer. Voilà, exactement. C'est un refus d'obtempérer. Mais je te laisse continuer. Ouais, puis Naël, quand il a été abattu, beaucoup ont eu ce réflexe-là dont tu parles à l'instant, c'est-à-dire mais pourquoi il a cherché à fuir, pourquoi ils ont cherché à fuir, pourquoi ils ont refusé d'obtempérer. Aujourd'hui, c'est même entré dans la loi en France, hein, ce refus d'obtempérer, et c'est quasiment un permis de tuer pour la police. Mais c'est ce qui s'est passé après qui est encore plus grave, c'est que le policier qui a tué Naël Merzouk, qui a assassiné Naël Merzouk, il a bénéficié d'une cagnotte, c'est-à-dire que des gens lui ont donné de l'argent en lui disant mais vraiment cet arabe que tu as tué, c'est un arabe de moins parce que c'était un arabe de trop. Ces gens-là, ils grouillent dans nos quartiers et ils nous menacent et il faut s'en débarrasser. Et ça, je pense que c'était un signal de ça, de ce risque de basculement. Et alors, pour revenir à la question climatique que tu posais tout à l'heure, moi, je pense que on prend pas assez la mesure dans le champ de l'écologie. On prend pas assez la mesure de ce que peut produire les questionnements, les inquiétudes liées à l'urgence climatique sur les idéologies fascistes. On ne prend pas assez la mesure de ce calcul, de cette réflexion autour de l'eau comme bien rare, la terre comme bien rare, autour de la nécessité de se battre pour garder des ressources, pour les préserver contre d'autres populations qu'on considère comme n'étant pas dignes d'en profiter. Tu vois, c'est-à-dire que pendant longtemps, on a considéré que les fascistes, l'extrême droite, les réactionnaires étaient insensibles à l'analyse du dérèglement climatique. Tu vois, on les a considérés comme climato-sceptiques à vie. Ces gens-là ne comprennent rien. Ils veulent garder une économie liée aux fossiles, au pétrole, etc. Voilà, ces gens-là s'accrochent. Il y a une fuite en avant de certaines politiques, mais justement de maintenir, quitte à ce qu'une petite élite ou à ce que quelques personnes se protègent et que les autres encaissent et qu'on mette les autres au pas. Mais je suis pas sûre que ce soit si important aujourd'hui. Hein. Je comprends ce que tu dis, il y a encore il y a encore 15-20 ans. Mais moi, ce que j'observe aujourd'hui, c'est au contraire des alliances entre, le Trumpisme, qui est plutôt là-dessus, tu vois, où vraiment, moi, quand je vois Trump, pour moi, c'est Dallas, tu vois, c'est Dallas, enfin, la série Dallas. Hein, totalement, je vois très bien. Je suis suffisamment vieille pour eux. Mais tu vois, c'est vraiment le pétrole, la grosse bagnole, le truc. Et en fait, on voit le Trumpisme s'allier à une sorte de défense, de promotion de ce qu'on appelle la géo-ingénierie. Donc, sorte de tour de passe-passe lié à la tech, lié comme ça, à l'IA, etc., où on dit non, mais on va rien changer, en fait, du système de domination et d'exploitation tel qu'il existe aujourd'hui. Simplement, comme on est super intelligent, en fait,
On va trouver des solutions concernant les émissions de gaz à effet de serre, concernant le carbone, concernant les énergies fossiles, concernant les énergies renouvelables. On est suffisamment malin pour continuer, donc encore une fois avec le même système politique, d'organisation sociale, etc. Simplement avec la géo-ingénierie, quoi. Et ça, je vois qu'en fait, il y a eu un rapprochement, et c'est typiquement le rapprochement entre Trump et Elon Musk. Tu vois, pour moi, c'est ça que ça incarne, en fait. Et pour moi, il faut prendre la mesure du fait que aujourd'hui, vraiment, trouver dans le champ politique, le champ intellectuel, le champ électoral, des gens qui continuent à dire il n'y a pas de dérèglement climatique, franchement, faut y aller. Tu vois, même en France, Jordan Bardella a dit il faut aller vers l'écologie. Ils ont organisé il y a quelques années avec Hugo Clément tout un temps qui consiste à dire mais Hugo Clément, mais l'extrême droite, je veux dire là pour le coup ils se mettent d'accord pour dire la question écologique telle que eux l'envisagent, l'écologie telle que eux l'envisagent, doit être au centre de toute politique de droite comme de gauche et en réalité de droite, enfin d'extrême droite même. Concernant Hugo Clément, je pense qu'il se positionne, je le dis clairement, je fais l'hypothèse qu'il se positionne, si le RN prend le pouvoir, l'extrême droite prend le pouvoir en France, je pense qu'il veut se positionner comme, je sais pas, une sorte de ministre de l'écologie, de la transition écologique, je sais pas comment il voit les choses, mais je sais pas, je le connais pas et je ne sais pas quels sont ses objectifs, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il se dit, comme beaucoup de gens, tiens, le RN pourrait prendre le pouvoir, en fait. Encore une fois, c'est pas un groupuscule, c'est le premier parti de France. Je pense qu'il y a une sorte de perméabilité entre les convictions d'Hugo Clément et ce que peut proposer le RN. C'est l'hypothèse que j'en fais, c'est une question que je pose. Et donc voilà, ces gens-là s'organisent pour dire il faut de l'écologie. Simplement, Jordan Bardella, il a dit, c'est ce que j'écris dans l'écologie pirate déjà, et donc c'est au moins avant 2023, l'écologie c'est les frontières. C'est-à-dire que il pose bien la question des frontières. Et pourquoi il pose la question des frontières? Je l'ai dit pour commencer. Parce que il a lu les rapports du GIEC. En tout cas, ses collaborateurs ont lu les synthèses parce que des rapports du GIEC. Et donc, il prend la mesure des conséquences du dérèglement climatique. Et ça, voilà, pour moi, on ne prend, nous, pas assez la mesure du lien qui peut exister entre projet politique fasciste et dérèglement climatique. Et comment, en fait, en réalité, la prise de conscience du dérèglement climatique pourrait être pour nous une mauvaise nouvelle. Et accélérer encore cette réflexion autour de ces enfants-là, on peut plus les garder sous contrôle. Et enfants d'enfants en plus. Et enfants d'enfants, mais bon, après, tu sais très bien que l'immigration en Europe, quand elle est post-coloniale, elle se transmet. Je veux dire, t'as des gens qui sont nés là depuis 3-4 générations, effectivement. T'as des Algériens, alors qu'on continue à dire qualifiés d'Algériens, eux-mêmes continuent à se qualifier d'Algériens, et je pense qu'il y a là une forme de fierté aussi qu'il faut pas rejeter, mais t'as des gens d'origine algérienne qui vivent en banlieue parisienne, dont les arrière-grands-parents sont là, mais depuis le début du XXe siècle. Je veux dire, et pourtant, ils subissent toujours des discriminations racistes, comme leurs arrière-grands-parents. Donc, on voit bien que ça se transmet génétiquement, la migration, en fait, pour ce qui nous concerne lorsqu'on est non-blanc. Mais en tout cas, voilà. Et je pense qu'on est à ce moment-là, en fait. Et c'est ça, et de l'urgence de lier les choses. Tu vois, quand tu t'adresses aux gens qui t'écoutent et en leur disant attention, il faut décloisonner le champ de l'écologie, le champ de l'antiracisme, le champ décolonial, le champ féministe dans la lutte contre le patriarcat, etc. Il faut décloisonner. Moi, ce que j'ai envie de prolonger aussi dans ton propos, c'est de dire on n'a pas le choix parce qu'en face, ils décloisonnent. En face, encore une fois, ils mettent en articulation questions démographiques, questions climatiques, questions migratoires, questions identitaires, projets politiques, comment on se projette dans l'avenir, etc. Utopie. L'extrême droite, elle a des utopies. Tout à l'heure, j'ai suggéré comme ça des utopies pirates, émancipatrices. L'extrême droite, elle a aussi des utopies, des beautés. Bon, après, nous, on trouve ça moche, mais eux, ils trouvent ça beau, une Europe blanche et chrétienne, tu vois, quand elle leur vend, tu vois. Bolloré. Bah oui, puis ce truc-là de pureté. Qui pousse ce projet, ouais. Ouais, pureté raciale, pureté chrétienne, etc. C'est de l'ubermensch, hein. Enfin, et nous, ça nous fait pas rêver. Ben non. Mais il y a des gens qui ça fait rêver. J'ai l'impression qu'on oublie les pans de l'histoire. Je veux dire, c'est un projet digne d'un gars avec une moustache comme ça, qui a fondé toute l'adhésion à son parti sur des théories fumeuses, sur des théories complotistes. Et j'ai l'impression qu'on est en train de revivre potentiellement le même truc. Et là c'est parce que pour moi, je t'assure, hein, ça marchera pas de dire que c'est complotiste. Parce que pour moi, ce qui est important de prendre en considération, c'est
est-ce que ça emmène les gens? Est-ce que ça les rassure par rapport à leurs enfants? Voilà. Tu vois. Et en fait, moi, je vois bien, Si ça sécurise je n'en leurs suis enfants, pas, ouais. je suis pas de ce camp-là, mais je vois bien que quand l'extrême droite européenne, qui est de plus en plus organisée d'ailleurs à l'échelle européenne, ce que l'écologie politique, la gauche, le camp de l'émancipation ne sont pas. C'est-à-dire que nous, on n'est pas organisés à l'échelle. Voilà, combien d'entre nous sont capables de dire ce qui se passe en Italie, en Espagne, en Angleterre, etc., dans le camp de l'émancipation? Très peu. L'extrême droite, elle est au courant de ce qui se passe à droite, à gauche, et ils s'organisent en conséquence. Bon. Et ces gens-là, je vois bien que quand ils s'expriment, quand ils s'adressent au peuple, donc en tout cas ce qu'ils reconnaissent comme étant le peuple, je vois bien que ils les font rêver. Ils les sécurisent effectivement sur leur avenir. C'est rassurez-vous, il y aura pas de chaos. Rassurez-vous. Tu vois, le chaos dont on parlait tout à l'heure, où nous, moi en tout cas, j'y vois une forme de beauté dans ce chaos-là. La liberté de circulation, pour moi, c'est beau. Le chaos, c'est aujourd'hui. Le chaos, c'est les milliers de morts en Méditerranée. Pour eux, le chaos, c'est ce métissage, et puis oui, c'est cette civilisation, donc fantasmée, effectivement, blanche et chrétienne, qui viendrait à mourir, etc. Moi, je vois bien. Et puis, ça les sécurise aussi par rapport à leurs conditions matérielles d'existence, parce qu'on l'a pas encore dit, mais de fait, oui, il faut observer une dégradation des conditions matérielles d'existence, notamment des classes populaires européennes. Ça, c'est évident. Il y a de moins en moins de services publics. C'est cet État-providence qui se casse la gueule depuis un moment déjà, mais je veux dire, voilà, avec un chômage, avec, oui, une insécurité concernant le chômage, concernant la retraite, concernant la vieillesse, concernant l'éducation des enfants. Une dégradation peut-être de génération en génération. Donc, il y a une insécurité de fait concernant les conditions matérielles d'existence d'une population majoritaire considérée comme étant le peuple. Voilà, le peuple français, le peuple belge, etc. L'extrême droite, elle sécurise là-dessus avec un projet politique clair, net et précis. J'ai dit tout à l'heure, démographie, migration, climat, ça se tient en fait. Alors nous, on peut déconstruire tout ça et montrer qu'il y a du complot, etc. Mais pour moi, ça suffit pas. Il faut le faire. Mais pour moi, il faut l'équivalent. Ça peut pas empêcher son avènement que ce soit compliqué. Et puis surtout, mais qu'est-ce que toi t'as à proposer? Tu vois, ok, tu vas me dire que ce projet que propose l'extrême droite, c'est fumeux, c'est n'importe quoi, ça tient pas la route, c'est le bazar. Mais fais-moi rêver. Qu'est-ce que toi t'as à me proposer? Pourquoi moi je te suivrais en fait? Voilà. Dans quelle mesure toi t'es capable d'articuler démographie, migration? C'est pour ça que je dis aux camarades, mais parlez de liberté de circuler. Osez parler de liberté. Parce que, à part dire, ouais, l'extrême droite, c'est des fachos, c'est des racistes, ils sont anti-migrants, etc. Mais qu'est-ce que vous proposez, vous, à la place, en fait, en termes de projection, en termes de projection? Et c'est là que le bas blesse. Et même si, voilà, je vois aussi qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, il y a des initiatives, il y a ce qu'on appelle l'Alliance des luttes, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important comme levier de transformation, l'Alliance des luttes entre féministes, antiracistes, écologistes, etc., et antispécistes. Donc, il y a des choses qui se mettent en place. Mais voilà, ça va pas assez vite et en tout cas, il faut y travailler. Ça, c'est évident. Ce que tu as souligné, qui est quand même très sombre, et qui fait partie des heures les plus sombres de l'histoire, une des heures les plus sombres de l'histoire, c'est quand tu parles justement qu'il y a une nouvelle déportation potentielle. Là où je veux appuyer ton propos, parce que il ne relève pas du tout en fait du fantasme, c'est quand il y a eu l'État allemand qui a débarqué, enfin la police a débarqué dans un château, je pense il y a 3-4 ans, et qui ont arrêté des personnes dans lesquelles ils ont remarqué qu'il y avait des gens de l'AfD, donc ce parti politique allemand proche de l'extrême droite française, de toute façon c'est l'extrême droite européenne, soutenu par Elon Musk. Ils ont interpellé des gens là-dedans et en fait c'était un coup d'État qu'ils préparaient contre le Reichstag, enfin contre le Parlement, contre l'État allemand. Et c'était intéressant parce qu'ils ont vu plein de papiers, plein de documents de leur projet politique. Et effectivement, dans les documents, ils ont découvert, lors de cette descente de flics, très sérieuse, pour empêcher ce coup d'État, en fait, cette tentative de coup d'État, ils ont découvert des plans d'un potentiel nouveau pays à développer dans le Maghreb, dans lequel ils renverraient, et c'était dans leurs écrits, des personnes de 2e, 3e, 4e génération. Donc, c'est-à-dire que moi, mon père m'a eu tardivement, mais je suis de la 3e mathématiquement, mais globalement, comme mon père m'a eu tard, je fais partie de la 2e. Ma fille donc, et mon fils de la 3e, mais eux, ils feraient partie de la 4e en termes d'âge, c'est-à-dire que même eux. Et à partir du moment où ils sont adolescents et ils traînent dans les quartiers, et que mon fils, il traîne avec des personnes tranquilles, mais qui a une stigmatisation et qu'il a une couleur de peau,
la police le chope, il ressemble à tel. En fait, ça va très vite et c'est en mode bon bah on va te donner un bon exemple, on va l'expulser dans ce pays là-bas. Enfin, je veux dire, on a déjà fait cette expérience-là, c'était négatif, mais effectivement, c'est pas du tout un fantasme que tu es en train de raconter. Alors c'est pas un fantasme et merci pour cet exemple. Moi j'en ai un autre à te proposer qui est encore plus dramatique parce que encore plus réel en cours, c'est le génocide à Gaza. Je veux dire, où là, tu as une expérimentation en direct de ce qu'on est en train de se dire. Tout à coup, cette population qui est définie comme étant dangereuse, problématique, voilà, ces Arabes, barbus, islamistes, terroristes, etc. Donc cette population qu'on a construite comme n'étant pas chez elle, donc il y a désancrage territorial. Moi, je parle désancrage territorial. Là, cette population, elle n'est pas chez elle. Elle n'est pas légitime à être là. Et en plus, elle est terroriste. Et en plus, elle est islamiste. Et en plus, donc c'est un danger. On va nettoyer tout ça. Et ça passe. Il y a tout un discours. Alors, ça passe. Non, il faut dire que ça passe. L'Europe est complice de ce truc-là. L'Europe refuse encore jusqu'à aujourd'hui de sanctionner c'est cet État ami qui est l'État colonial et génocidaire israélien. Dans les faits, malgré parfois comme ça des petits discours qui font un pas de côté, je veux dire, pour ce qui concerne la France, par exemple, il y a eu un soutien inconditionnel de l'État français à l'État colonial israélien. Il y a la présidente de l'Assemblée nationale qui s'est rendue en octobre, alors même que le processus génocidaire a été lancé pour aller soutenir l'armée israélienne. On sait les ventes d'armes à Israël, on sait le soutien économique, on sait le soutien universitaire, on sait le soutien à l'occasion culturelle, à l'occasion de l'Eurovision, à l'occasion des cérémonies sportives. On peut comparer avec le rapport qu'entretient l'Europe à la Russie, où là tout à coup il y avait sanctions, il y avait boycott, il y avait justement une volonté de dire nous ne mangeons pas de ce pain-là et donc on coupe les vivres et on arrête le soutien. C'est pas du tout ce qui s'est passé avec Israël. Donc s'il y a pas sanction et il y a pas mise à distance, c'est qu'il y a complicité. Quand il s'agit de génocide, et ce que je dis là, c'est du droit international. Hein. Ce qui n'empêche pas, c'est de la complicité. Et j'espère qu'un jour, tous ces gens-là seront jugés pour cette complicité. Mais et on voit bien que ce qui permet cette complicité, c'est le rapport que l'Europe entretient à cette population palestinienne. Moi, je refuse de considérer que c'est parce que l'État israélien fait ce qu'il veut en Europe. En plus, je devine là des représentations aussi antisémites, où les Juifs tiennent tout, c'est eux qui tiennent la France, c'est eux qui tiennent les médias, etc. Et ils avancent comme ça et ils s'imposent à la pauvre Belgique, à la pauvre France, etc., qui n'a pas d'autre choix que de fermer les yeux. Ça, c'est faux. Déjà, ça draine des représentations antisémites. Puis surtout, c'est faux. Je veux dire, l'État d'Israël a fait preuve de propagande comme l'État américain, comme l'État français, il veut redorer son image. Tu m'étonnes. Ils sont en train de mener une entreprise génocidaire. Donc évidemment qu'ils investissent dans l'image qu'ils peuvent renvoyer dans les médias, mais encore une fois, comme n'importe quel pays du monde qui a les moyens et qui donc met les moyens pour encore une fois pour redorer son image, pour essayer pour jouer d'influence en fait. Mais c'est pas Israël plus que les États-Unis par exemple ou la France ou d'autres. Bon, donc ça il le fait. Mais ça vient. Si ça marche, c'est parce que ça correspond à ce qui existe déjà. La France n'a pas attendu Israël pour engager une entreprise coloniale. La France qui débarque en Algérie en 1830, c'est un tiers de la population qui est décimée. Un tiers. On parle souvent, de plus en plus, de la guerre d'Algérie 54-62 et de ces morts et de ces ravages, etc. Donc, mais on a tendance à limiter les ravages sur 54-62. On oublie que la conquête coloniale, c'est des massacres, mais encore une fois, un tiers de la population, c'est un tiers de la population. Et donc, voilà, la France n'a pas attendu Israël pour réfléchir à ce qu'est une entreprise coloniale et une entreprise génocidaire. La France n'a pas attendu Israël pour voir dans cet individu arabe et ou musulman barbu un danger terroriste, une menace pour la société.
Je veux dire, ça existe en France et on le sait. On sait en fait la place que prend de plus en plus l'islamophobie d'État en France. Là, il y a quelques jours, Gabriel Attal n'a rien trouvé de mieux à faire que de lancer une campagne pour interdire le foulard dans la rue. Je veux dire, voilà, après la mort, alors pas de nulle part, il y a eu la mort d'Aboubacar Cissé, donc un crime islamophobe. Il y a eu un mouvement comme ça de mobilisation contre l'islamophobie, antiraciste, assez large en France. Et voilà. Et en réaction, lui nous sort ce truc-là parce qu'il veut faire carrière. Et qu'aujourd'hui, il faut le dire, pour faire carrière, en fait, l'islamophobie, ça t'aide. En France, quand tu penses à Manuel Valls, quand tu penses à Sarkozy, quand tu penses à Darmanin, ce sont des gens en fait qui font carrière sur l'islamophobie. T'as presque l'impression que leur ligne de CV c'est ça, c'est islamophobie, spécialité harcèlement de rue des femmes musulmanes qui portent un foulard. Voilà, ça devient ça leur carrière politique se résume à ce mot islamophobie. Bon, tu vois, donc et on n'a pas attendu Israël pour ça. Je veux dire, l'islamophobie et le rapport raciste que ces États entretiennent aux populations non blanches, descendantes de leurs anciennes colonies. Voilà, ça se goupille bien, disons, avec ce que peut mijoter Israël. Donc voilà, pour moi, cette expérimentation menée par Israël avec la complicité de l'Occident et de l'Europe en particulier à Gaza en Palestine, ça doit nous alerter. Et c'est d'ailleurs, je pense, pour ça que Greta Thunberg, qui est connue, que l'on connaît comme une figure du mouvement climat, du champ écologiste, c'est pour ça que Greta Thunberg aujourd'hui ne sort plus sans son kéfier. Et qu'aujourd'hui, sur les actions qu'elle mène, notamment de sabotage et elle n'est plus médiatisée. Alors, elle n'est plus médiatisée, mais parce que l'essentiel de ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est Free Palestine. Exactement. Et c'est Free Gaza. Mais moi, je trouve intéressant que elle, qui est donc une figure du mouvement climat, qu'aujourd'hui, elle soit aussi présente, en fait, dans la lutte contre le génocide et le soutien à la libération anticolonialiste palestinienne. C'est parce que, voilà, mais vraiment, je pense que notre avenir ici, moi, j'assume de dire que ça se joue à Gaza, en fait. On expérimente là-bas ce qu'on pourrait nous faire demain. Vraiment. C'est-à-dire, et y compris en termes technologiques. Je veux dire, faut voir les armes qui sont utilisées. Des drones pour abattre des enfants. Oui, c'est. Et un génocide par intelligence artificielle. Ouais. Ça, on a trop peu dit. Reconnaissance. Ouais, ouais. Je veux dire, on expérimente donc de la technologie, du progrès technique pour génocider une population. Ça devrait nous alerter. Parce que ce qui s'expérimente là-bas, tu vas les retrouver au salon du Bourget, tu vas les retrouver à droite. Tu les as déjà en réalité. Tu les as déjà, c'est-à-dire Israël vend déjà ces armes-là, cette expérience-là, elle les vend déjà aux dictateurs du monde entier, à tous ceux qui veulent maintenir des populations sous contrôle. Et donc évidemment que ce qui s'expérimente là-bas, donc à l'égard de la population palestinienne, c'est potentiellement ce qui peut nous être adressé demain. Donc voilà, donc ça devrait nous inquiéter. Je pense notamment au président colombien qui dès fin 2023, avec le président Lula au Brésil, disait attention, déjà il disait dès le début c'est un génocide à Gaza, et attention pour nous, alors tu vois en Colombie, au Brésil, ils ont des problèmes, hein. Tu vois ils ont des gros problèmes là-bas aussi, mais il disait mais ce qui se passe à Gaza c'est central pour nous aussi. Mais bien sûr, ça se joue. T'as un Bolsonaro qui revient au pouvoir, il est capable de reproduire le phénomène parce que le Brésil reste un pays fondamentalement très raciste, avec une exclusion sociale où vous avez des favelas par ordre de degré de couleur, hein. Voilà, vous avez des favelas avec que des noirs, c'est la favela la plus pauvre, la plus abandonnée, la plus contrainte. Et puis plus le degré de couleur s'éclaircit, plus on se retrouve à Copacabana, Ipanema, les beaux quartiers riches. Et c'est un phénomène endémique à tout le Brésil, hein. Je veux dire, vous regardez qui fait les boulots les plus éclatés, alors que l'histoire brésilienne n'est pas la même que celle de l'Europe. Il y a malgré tout cette hiérarchie qui est importante de mentionner, et c'est vrai que c'est important de le souligner parce que même les États-Unis, on peut se retrouver potentiellement dans une dérive dont on voit les prémices. Fatima, lié au progrès technique. Tu vois, c'est ça qui est important. Ouais. Non, mais vraiment, ça, je pense qu'on ne le dit pas assez, qu'en fait, parce que dans progrès technique, il y a progrès, mais c'est comment, en fait, le progrès technique peut accompagner des entreprises génocidaires. Ça, je pense qu'il y a quelque chose, et tu l'as dit Bolsonaro, mais Milei en Argentine, comme par hasard, ce sont des gens qui sont proches d'Israël à chaque fois, et qui vraiment disent, voilà, nous, on a des solidarités comme ça internationales, j'allais dire internationalistes, et tu vois, tu retrouves les mêmes quand même. Donc, oui, c'est ça qui est particulièrement inquiétant, je pense. Ce que tu nous racontes, Fatima, est très complexe, et à la fois, merci de le rendre accessible, c'est important.
Je pense qu'il va falloir qu'on fasse une partie 2 et une partie 3 et une partie 4. Il y a rien à faire. On va d'office se revoir. Je rappelle, Terre et Liberté, manifeste antiraciste pour une écologie de la libération. Il est là. Il y a Écologie Pirate aussi. Je vous mets tous les liens de toute façon. Alors tu sais, j'ai pas assez parlé, si je peux dire un mot quand même sur les camarades qui ont participé. Parce que moi là-dedans, j'ai pas fait grand-chose. J'ai fait une toute petite introduction, qui ont participé, et j'espère vraiment que ce sont des camarades qui vont permettre d'élargir les horizons de l'écologie politique. Est-ce que je peux dire un mot à propos d'Amzad Boukhari, qui est un grand historien, à qui, tu vois, qui a répondu tu vois, quand on dit mais l'écologie politique, c'est Latour, c'est Gord, et lui te dit mais c'est Sankara aussi, et c'est Cabral aussi, et je vais vous expliquer pourquoi, tu vois. Et donc il fait un texte comme ça sur Sankara, Cabral et ce qu'ils peuvent apporter à cette écologie de la libération qui est incroyable. Il y a le texte de Nadia Yalakissou qui dit sur la terre de repos, tu vois, sur voilà dans quelle mesure les populations non blanches notamment ont bien mérité de se reposer. Je veux dire, la terre c'est pas juste condition de lutte, ça peut être aussi juste pour être tranquille, parce que on a bougé dans tous les sens. Alors elle parle évidemment de cette histoire esclavagiste et coloniale et de circulation, et elle pose la terre comme comme possibilité de se reposer. Il y a le texte de Sheila Cher qui concerne Ramallah, et c'est une expérience comme ça qu'elle a pu mener là-bas. Il y a Vietnam Dioxine qui répond à la question de quoi l'agent orange est-il le nom, et tu vois, tu pars de l'agent orange et tu comprends plein de questions liées à l'écocide, liées à ce qui se passe d'ailleurs en Palestine, en Algérie, une manière de lutter aussi, parce qu'il y a tout un propos sur l'organisation Vietnam Dioxine qui est vraiment passionnant. Bon, Malcolm Ferdinand qu'on connaît, je pense que les gens qui t'écoutent et te regardent connaissent déjà. Et alors lui, franchement, d'ailleurs ce sont des camarades belges qui m'ont dit, alors il faudrait qu'on prenne son texte, tu sais, c'est en 10 points, les 10 mécanismes, et qu'on considère que c'est les 10 commandements. On imprime ça en A3 et on le met dans toutes les mairies, dans tous les espaces comme ça où on parle un petit peu d'écologie. Et vraiment, c'est vrai qu'il a fait un texte très pédagogique sur comment expliquer que l'écologie soit aussi blanche. Et donc, il donne comme ça une liste de 10 mécanismes. Il y a le texte d'Omar Al-Soumi, qui est le fondateur d'Urgence Palestine, et qui lui répond à la question de quoi la Palestine est-elle le nom. Donc, il explique beaucoup mieux que moi pourquoi la question palestinienne est aussi centrale, y compris pour les camarades écologistes et du mouvement climat. Norman Ajari, qui fait un texte sur Frantz Fanon Guattari incroyable, où il amène Fanon et Guattari dans le champ de l'écologie politique pour dire, je peux dire en un mot, vraiment un texte mais incroyable, parce que il nous oblige à penser la fin du monde depuis donc ces pensées décoloniales, en disant, donc c'est un peu provoque, mais vraiment j'invite tout le monde à lire ce texte, c'est mais la fin du monde, mais si ce monde est dégueulasse en fait, si injuste, où il y a autant d'atrocités en fait, est-ce que vraiment on va se battre nous pour le préserver, tu vois? Et finalement la fin du monde, mais pourquoi pas? Et pourquoi on donnerait pas tu sais, une sorte de petit accompagnement là pour précipiter la fin de ce monde-là, tu vois? Il y a quelque chose comme ça de très fanonien dans ce qu'il propose, qui est vraiment au moins voilà intellectuellement enthousiasmant. Il y a Arturo Escobar, qui est un grand penseur décolonial, et où à travers son texte on voit bien à quel point les penseurs et penseuses décoloniaux, tu sais, lorsqu'ils écrivent, ils ont une capacité à mettre en lien les analyses féministes, décoloniales, écologistes. Alors pour eux, l'écologie c'est tellement intrinsèquement lié à la pensée décoloniale, à la terre en fait. Mais ils ont une capacité à rendre ça fluide et ça circule tranquillement, et dans l'analyse et dans le projet politique. Moi, c'est ça que je leur reconnais, et je trouve qu'ils sont particulièrement importants à lire. C'est que vraiment, tu comprends bien dans l'analyse comment tout ça se goupille, en fait. Donc, patriarcat, système capitaliste et système de race, on va dire, pour le dire vite. Et l'horizon, comment, voilà, la société à laquelle on aspire, comment tout à coup elle pourrait être et féministe, et décoloniale, et anticapitaliste, et comment tout ça, voilà, dans l'écriture, en tout cas, est tellement fluide. Il y a le collectif A4 aussi. Alors là aussi, c'est super intéressant. Des personnes migrantes qui parlent, qui disent la parole, qui ont la parole, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas parlées, et elles sont très critiques. Et voilà, ces personnes qui ont écrit le texte et mettent en lien la question de l'ancrage territorial et la question de la liberté de circuler. Et c'est vraiment là aussi passionnant. Myriam Bafou, alors elle qui parle de queeriser le champ de l'antiracisme. Et bon, ça vaut son pesant de cacahuètes, parce que oui, c'est vrai que on est très critique vis-à-vis de l'écologie politique. On doit aussi être critique vis-à-vis de ces milieux antiracistes. Et donc, elle parle de nécessaire queerisation. Ça aussi, c'est un texte à lire. Et je crois que j'ai fait à peu près le tour
Bah oui, j'ai fait le tour. Et franchement, voilà, j'ai pas assez parlé des contributions des camarades. Ils sont, Mais elles sont importantes. merci de l'avoir fait. Alors, je vais pas vous chanter le générique de One Piece. Si, mais... il faut. Oh, c'était Sasuke, Sagashi no no, Sagashi. Ah, donc voilà. Et comme Ali aussi, merci du fond du cœur d'être venu. Je t'ai dit, on doit faire d'autres parties. Je tiens à rappeler, c'est important parce que ce sont des ponts dont on est aux prémices. Alors, ça fait longtemps qu'on écrit dessus, mais dont on est réellement aux prémices. Le monde dans lequel on est, qui atteint ses limites planétaires avec des ressources limitées, et d'un système économique qui refuse de faire son deuil, et faut le dire, hein, nous sommes dans une sorte de capitalisme zombifié, qui veut pousser à son paroxysme sa subsistance alors qu'il doit de toute façon se transformer, effectivement risque, pour rester en place, alors que c'est pas possible, hein, c'est les lois de la physique, risque de faire preuve de beaucoup de violence. On la voit, elle est là, mais la révolution est en cours. Nous tentons d'y participer, tu y participes aussi. Les forces de la contre-révolution aussi, c'est du très sérieux. Hein. Il y a des retours en arrière, on réautorise des pesticides, des trucs un peu anachroniques. Mais il faut tenir bon. Mais oui, donc, puis on est là, voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. Non, on va pas lâcher, on va pas se laisser crever. C'est ça. Donc vous tenez bon de votre côté. N'hésitez pas à commenter, liker. Fatima, tiens bon, on a besoin de gens comme toi. Et moi, je vais me débrouiller du mieux que je peux. Pendant que voilà, la révolution ne sera pas télévisuelle, elle sera peut-être sur YouTube jusqu'à un certain temps. Je sais que nous aussi, à force d'aborder ces sujets, je ne me fais pas de bile que d'ici quelques années, on va commencer à avoir des restrictions, des démonétisations, des refus, parce que ce sujet-là ne va pas plaire à un tel et puis à un tel, le patron de Google ou je sais pas. C'est inévitable que ça arrive, on a déjà fait ce deuil. Mais donc il va falloir faire perpétuer ça à travers des écrits, parce que les écrits ça reste. Ce qui est sur un serveur, ça peut partir. Du fond du cœur, merci Fatima. Merci à toi. Merci pour cet échange. Et puis oui, la lutte continue. Belle énergie. Likez, commentez, abonnez-vous et à bientôt pour une prochaine vidéo sur Limite.